Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour un thème qui concerne finalement 120 000 nouveaux patients par an en France et dont 25% d'entre eux auront des douleurs chroniques. Je parle évidemment de la chirurgie du genou et plus particulièrement de la prothèse totale de genou. Alors aujourd'hui, nous allons faire une séance un peu particulière, 1h30, où les choses seront pas tout à fait comme d'habitude, en ce sens qu'elles n'auront pas de durée bien définie. On va se passer la parole les uns les autres, avec pour objectif des choses relativement simples, comprendre comment l'anatomie des nerfs autour du genou permet d'expliquer la façon dont on peut prendre en charge, que ce soit en périopératoire, que ce soit un peu plus tardivement, de façon chronique ou même avant, les douleurs du genou. Et pour cela, je suis accompagné ici du docteur Cyril Kemener, que vous connaissez tous, et du docteur Olivier Choquet. J'ai le plaisir, moi, de m'occuper de la partie d'anatomie. Et puis, avant de procéder aux démonstrations échographiques, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, sans mauvais jeu de mots, et donc de commencer par quelque chose qui, je l'espère en tout cas, ne vous aura pas traumatisé dans votre cursus. Vu la réaction de la salle, peut-être que je m'avance un tout petit peu. Et donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de revenir aux fondamentaux, le cours d'anatomie au tableau et à la craie. Et donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de venir mettre en place ce que les anatomistes décrivent sous le nom de plexus lombal. Ce plexus lombal, il est à l'origine de l'innervation de la partie antérieure du genou. Nous allons réaliser une vue antérieure de ce plexus lombal de façon schématique. Le haut sera vers le haut du tableau, la gauche vers la droite du tableau. Et cela me permet de rappeler les bases fondamentales de ce plexus lombal, ce plexus lombosacré dans sa partie haute. TH12, plutôt son rameau antérieur du nerf spinal TH12, L1, L2, L3, L4, et L5. Et vous vous souvenez sans doute que T12 fournit, par son rameau antérieur, un nerf important qui va cheminer dans la paroi musculaire de l'abdomen, dans la paroi abdominale antérolatérale. Il s'agit ici du nerf subcostal. Ce nerf subcostal chemine, comme son nom l'indique, sous la 12e côte. C'est en quelque sorte, si Adam avait conservé sa 13e côte, le 12e nerf intercostal. Voici le petit rameau communicant qui chemine de T12 vers L1, où il est rejoint, la branche antérieure de L1 se divisant pour former le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal. Ces deux éléments vont là aussi cheminer entre les muscles de la paroi abdominale antérolatérale, et souvenez-vous, ils donnent de façon inconstante, de façon variable, un rameau glutéal dont le territoire d'innervation peut être représenté par ma main dans la partie latérale de la hanche. Si vous posez la paume de votre main, la partie proximale de votre paume de la main sur votre crête iliaque, vous avez environ le territoire d'innervation de cette branche glutéale, de ces branches glutéales, du nerf ilio-hypogastrique, du nerf ilio-inguinal, parfois même du nerf subcostal. L1 va par ailleurs fournir un petit rameau communicant qui va être rejoint ici par L2, et je vais tracter ce nerf latéralement pour pouvoir vous le montrer ici. Ce nerf, c'est le nerf génito-fémoral. Comme son nom l'indique, il a une partie qui participe à l'innervation des organes génitaux externes et une autre partie fémorale qui participe à l'innervation de la racine de la cuisse. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'ilio-hypogastrique et de l'ilio-inguinal. Venons-en maintenant un peu plus au vif du sujet. Voici, venant de L2 et de L3, un nerf qui donne cette caractéristique pathologique qui est la méralgie ou méralgia paresthetica, et vous aurez compris qu'il s'agit là du nerf cutané latéral de la cuisse. Son territoire d'innervation, je le rappelle, est en forme de raquette. Les tennisman
S'il y en a dans la salle, souvenez-vous, vous prenez votre raquette de tennis, vous la plaquez contre la face latérale de votre cuisse et vous avez à peu près le territoire d'innervation de ce nerf. Et si je vous en parle sur le genou, c'est parce qu'on va voir ensemble tout à l'heure, à la fin de ce topo, qu'une partie descend extrêmement bas et que ce nerf cutané latéral de la cuisse, lorsque ses branches les plus basses descendent, peut être responsable parfois de douleurs cutanées latérales dans la partie haute du genou. Venons-en maintenant à deux autres nerfs, venant de L2, L3 et L4. Voici ici le nerf fémoral. On va voir que le nerf fémoral, c'est le nerf principal de la face antérieure du genou. Il innerve la peau, il innerve les muscles, il innerve la capsule, il innerve l'os. C'est le nerf dont vous avez besoin pour faire en sorte que le patient n'ait pas mal en post-opératoire ou de façon chronique. Voici maintenant, venant de L2, L3 et L4, un deuxième nerf un peu moins important, un peu moins gros aussi que le nerf fémoral. Voici le nerf obturateur. Ce nerf obturateur, il a fait l'objet de multiples descriptions. Winnie, dans les années 70, en 73, avait suggéré qu'on puisse le bloquer avec son fameux bloc 3 en 1. Aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas le cas. Le 3 en 1 de Winnie n'est en fait qu'un 2 en 1. Enfin, 3, si par chance, vous êtes dans les 11% qui ont un nerf obturateur accessoire. Pas tout le monde donc. Enfin, dernier élément, venant de L4 et de L5, un élément qui va rejoindre S1, S2, S3 pour former le nerf ischiatique. Il s'agit là du tronc lombosacré. Vous avez donc compris que nous allons nous intéresser à ces différents nerfs. Nous commencerons par les nerfs qui nous intéressent le plus, fémoral, obturateur, cutané latéral de la cuisse. Et pour comprendre leur rapport, je vais décaler un tout petit peu le tableau pour pouvoir vous montrer le fond de dessin que je me suis permis, parce que je ne voudrais pas raviver des cicatrices liées à vos connaissances ostéologiques. Et donc, de façon très simple, vous avez compris que nous avons représenté ici la colonne vertébrale lombale, L5, L4, L3, L2, L1, s'articulant avec TH12, on retrouve ici la 12e côte. Souvenez-vous par ailleurs que au niveau lombaire, on ne parle pas de processus transverse, mais de processus costiforme. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'équivalent embryologique de la côte au niveau lombaire correspond à ce processus costiforme. Vous aurez remarqué aussi que sous la colonne vertébrale lombale, nous avons représenté ici le sacrum avec ses classiques 5 pièces sacrées. Il peut en exister 6, parfois seulement 4, variations qui sont fréquentes chez à peu près 5% de la population. Enfin, en dessous, je vous ai représenté un coccyx de façon tout à fait classique, 3 à 5 vertèbres. Comme en politique, il faut parfois être un peu entre les deux, et donc j'en ai représenté 4. De chaque côté, nous allons retrouver ici l'os coxal. L'os coxal qui présente, rappelez-vous, 3 parties fusionnées chez l'adulte. Une partie iliaque, une partie antérieure et supérieure qui est le pubis, une partie antérieure et inférieure qui est le pubis, une partie postérieure et inférieure qui correspond à ce qu'on appelle l'ischion. Enfin, vous noterez la tête du fémur, le col du fémur, le grand trochanter et le petit trochanter qui est un relief tout à fait postérieur. Il est temps maintenant de représenter ici un élément important de cette région qui prend son insertion sur l'épine iliaque antérieure et supérieure, va jusqu'à l'épine du pubis. C'est ici le classique ligament inguinal. Souvenez-vous par ailleurs que ce ligament inguinal n'est pas, d'un point de vue projection cutanée, le pli cutané de l'aine. Le pli cutané de l'aine, le pli de l'aine, est environ situé de travers de doigt en dessous du niveau de projection du ligament inguinal. Et c'est là un élément important. Ce ligament inguinal présente par ailleurs un autre élément qui vient ici cloisonner et créer 2 lacunes, une lacune musculaire latérale, une lacune vasculaire latérale. Commençons par décrire le contenu de la lacune latérale, de la lacune musculaire, et pour cela, il me faut avant tout représenter ici
le muscle grand psoas, ce muscle grand psoas qui s'insère par le biais d'arcades tendineuses qui, ici, vont donner insertion à des fibres musculaires. Et laissez-moi trouver une craie qui rende compte un tout petit peu de cette couleur-là. Alors vous voyez que j'ai ma boîte de craies, mais que de temps en temps, les craies ont tendance à se mélanger. Il est temps donc de retrouver un joli petit marron. Décidément, c'est le problème quand on fait cours en première année et qu'on a peu de lumière ici. Les problèmes techniques existent partout. Donc, nous allons ici avoir une craie un peu marron et ça va me permettre de représenter ici le corps charnu du muscle grand psoas, ce corps charnu qui va se poursuivre et qui va se terminer ici par un tendon commun avec le muscle iliaque. Ce tendon, c'est le tendon du muscle ilio-psoas. Voici donc la partie iliaque de ce muscle. Alors, un tout petit peu de couleur. Représentons l'orientation des fibres musculaires. Et voici donc ce tendon qui vient recouvrir ici une partie de la tête du fémur et du col du fémur. C'est d'ailleurs un élément qu'on voit en échographie. Si, comme certains d'entre vous, vous réalisez des blocs péricapsulaires de la hanche, vous allez retrouver ce tendon en échographie. Sachez aussi qu'il existe à proximité un tas de petites bourses synoviales qui peuvent donner des douleurs au niveau de la hanche. Ce sont ces bourses-là qu'il faut alors infiltrer et qui permettent de soulager les patients. En arrière, la paroi abdominale postérieure est ici représentée par un autre muscle, un muscle que là aussi vous connaissez bien, c'est le muscle carré des lombes, quadratus lomborum. C'est ce qui a donné les QLB, les quadratus lomborum blocs, de type 1, 2 ou 3, appellation aujourd'hui désuète, et on leur préférera plutôt les termes de QLB antérieur, latéral et postérieur. Voici donc ce muscle, et puis latéralement, on va retrouver les muscles de l'abdomen, de la paroi abdominale antérolatérale, parmi lesquels nous allons retrouver ici, d'une couleur un peu violet, le transverse de l'abdomen, avec ses fibres tout à fait caractéristiques qui sont donc, comme son nom l'indique, transversales. Nous allons retrouver le muscle qui lui est immédiatement superficiel. Il s'agit là, bien évidemment, vous l'aurez compris, du muscle à qui on va donner une couleur un peu plus rouge, oblique interne de l'abdomen, Nous allons couper ces muscles comme ceci pour bien montrer les différents éléments. Il va nous permettre de mettre en place le trajet des nerfs. Et puis le dernier, c'est l'oblique externe de l'abdomen. Vous savez comme moi que ces muscles ont des fibres qui sont croisées, ce qui permet de véritablement former une sangle abdominale. Voici donc le muscle oblique externe de l'abdomen, dont les fibres sont à l'image d'une main dans la poche, oblique vers l'avant, le dedans et le bas, comme ceci. Et on comprend donc ces différents éléments. Les nerfs, qu'en est-il des nerfs ? Nous allons représenter ici dans un premier temps le nerf subcostal qui va traverser le muscle transverse de l'abdomen pour se disposer dans cet espace entre le transverse de l'abdomen et l'oblique interne, là où nous réalisons le tap block. Je rappellerai ici le nerf ilio-hypogastrique, le nerf ilio-inguinal, souvent un peu plus petit, avec là aussi une quantité de variations anatomiques qui font que ces nerfs ne se retrouvent pas de façon systématique. Voici en haut le nerf ilio-hypogastrique, je surligne ici le nerf ilio-inguinal, le nerf subcostal, ilio-hypogastrique, ilio-inguinal.
Voici dorénavant le cutané latéral de la cuisse, dont je représente le trajet et dont vous vous souviendrez qu'il passe médialement à l'épine iliaque antérieure et supérieure et rapidement se divise en deux branches, une branche antérieure, une branche postérieure. Il me faut rappeler maintenant le nerf génitofémoral, ce nerf génitofémoral qui est tout à fait particulier parce qu'il émerge à la face antérieure du muscle psoas et va se diviser en un rameau antérieur qui passe non pas dans la lacune musculaire mais dans la lacune vasculaire et puis un rameau qui lui est plus médial qui s'engagera dans le canal inguinal pour rejoindre la région du scrotum. Le nerf qui nous intéresse, c'est le nerf fémoral et c'est donc un des endroits où l'on le trouve ici sous le fascia iliaca, ce nerf qui vient se caler entre le muscle grand psoas où il s'est constitué et le muscle iliaque et sous le ligament inguinal, il va rapidement se diviser. Alors me direz-vous, quelle est la conséquence de cette division précoce ? La conséquence de cette division précoce, c'est le fait que lorsque vous réalisez un bloc fémoral, on l'a dit, vous ne vous êtes pas situé ici au niveau du ligament inguinal, mais bien en dessous. Et vous aurez tous noté que ce nerf fémoral est beaucoup plus plat que les autres nerfs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est déjà en train de se diviser, déjà en train de s'écarter. Et donc, ce n'est donc pas une structure ronde que vous allez viser, mais volontiers une structure plus ellipsoïde, ovoïde. Alors, le dernier nerf qu'il nous reste à montrer, c'est le nerf obturateur. Ce nerf obturateur qui va longer le détroit supérieur et qui va ensuite s'engager dans l'espace que lui ménage la membrane obturatrice. C'est bien évidemment le canal obturateur. Il y est d'ailleurs accompagné d'une artère et d'une veine obturatrice. Voici ce nerf obturateur dont nous rappellerons tout à l'heure le fait qu'il a deux branches, une branche antérieure, une branche postérieure, dont les éléments ne vont pas se situer au même endroit. Si nous nous intéressons un tout petit peu à cette région, à cette lacune musculaire, on va en faire le détail dans un instant. Il ne faut pas oublier la lacune vasculaire. Ce sont là des éléments importants. On y retrouve d'ailleurs, et je vais ici en représenter un morceau, l'artère fémorale. Cette artère fémorale qui va, au cours de son trajet, abandonner plusieurs branches, dont l'artère profonde de la cuisse, mais avant cela, une artère que l'on peut par ailleurs voir en échographie parce qu'elle existe. C'est une artère qui va rejoindre vers le haut l'aile iliaque et il s'agit là de l'artère circonflexe iliaque superficielle. Il y a médialement à l'artère la veine ici que je viens représenter, dans laquelle, je rappellerai simplement par ces quelques traits, viendra se jeter ici une veine plus superficielle, néanmoins volumineuse, qui là aussi peut être l'objet de dilatation, notamment lorsqu'il existe des conflits plus haut situés. Il s'agit bien évidemment de la crosse de la veine grande saphène qui se jette dans la veine fémorale. Si nous faisons un petit zoom sur cette région-là, et je vais essayer de vous montrer ces éléments ici, nous allons pouvoir décrire ensemble les fascias. Pour décrire les fascias, je rappellerai simplement la présence de l'épine iliaque antérieure et supérieure, la présence ici de l'épine du pubis, la présence du ligament inguinal et la présence finalement de ce qui va constituer le fond de ces deux lacunes. Ce sont les surfaces osseuses, l'épine iliaque antérieure et supérieure, et la présence ici de ce relief superficiel. Je rappelle la présence de ce petit ligament qui naît du ligament inguinal, qui rejoint l'os. C'est là la bande iliopectinée qui vient donc constituer ces deux lacunes. La lacune musculaire, nous l'avons dit, elle comporte une artère, l'artère fémorale, une veine, la veine fémorale, et nous pouvons par ailleurs ajouter la présence d'autres éléments. Ici, fermant cette lacune médialement, le ligament lacunaire de Cooper, mais aussi des formations lymphatiques, parmi lesquelles on trouve parfois
un nœud lymphatique un peu plus important, c'est là le ganglion de Cloquet. Et rappelons la présence ici du petit nerf, de la petite branche fémorale, du nerf génito-fémoral. De l'autre côté, maintenant, il nous faut parler, évidemment, du muscle iliopsoas. Ce muscle iliopsoas, nous allons le représenter de la sorte, et vous le voyez, je le fais extrêmement près de l'os. Entre celui-ci et l'os, certains décrivent le passage de nerfs articulaires. Je n'ai pour ma part jamais pu le constater. Je montre ici le reste. Et je rappellerai simplement que ce muscle est, comme tous les muscles de l'organisme, entouré d'un fascia. On parle d'épimysium. Et c'est sous ce fascia que va se trouver ici maintenant, de façon très aplatie, le nerf fémoral. Ce nerf fémoral qui vient vraiment se positionner entre ces deux contingents musculaires et qui, ici, se trouve sous le fascia du muscle iliopsoas. Voici ce fascia qui correspond à l'épimysium du muscle. Il y a là un certain nombre d'adhérences, je ne les mentionnerai guère. Je rappellerai simplement ici la présence du nerf cutané latéral de la cuisse. Il peut par ailleurs exister un conflit à ce niveau-là. C'est ce que un de mes enseignants d'anatomie appelait une inadéquation entre le contenant et le contenu. Je m'explique, quand j'étais étudiant, et il y avait cette mode des pantalons extrêmement moulants, les slims. Alors vous voyez que selon qu'on soit plus ou moins développé en avant et latéralement, ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais sachez qu'il peut exister à cet endroit-là un petit conflit où le nerf cutané latéral de la cuisse peut se retrouver par le biais d'une ceinture de pantalon, par exemple, ou d'un pantalon un peu trop petit, comprimé et donner ces fameuses méralgies. Comme avec les douleurs du pied, la première question à se poser dans ce cas-là, c'est existe-t-il ou pas une inadéquation entre le contenant et le contenu. Je vais vous laisser maintenant avec le docteur Olivier Choquet qui va vous parler du bloc du nerf fémoral, du bloc du nerf cutané latéral de la cuisse et du bloc du nerf obturateur. On va accueillir Raphaël. Raphaël, c'est ça? Oui, exactement. Qui est étudiant. Et on peut l'applaudir aussi, parce que c'est un rôle qui n'est pas évident. Allez, installe-toi. J'ai fait comme dans la pratique quotidienne. J'ai pas regardé avant. Donc on va découvrir ensemble Raphaël, s'il est beau à l'intérieur, comme il est beau à l'extérieur. Hein. Donc j'ai fait un peu de communication. Pour le rassurer, je lui ai dit qu'on ne baisserait pas le pantalon, enfin le short. Et donc je lui ai juste demandé s'il voulait bien, pour que je puisse atteindre le pli de flexion de la cuisse, ou pli de laine, que vous pouvez repérer en fléchissant la jambe. Donc là on est en atelier, on va aller tout doucement vers les techniques d'analgésie et d'anesthésie chirurgicale. Je vais aborder les deux thèmes pendant quelques minutes. Donc on a la chance d'avoir un échographe premium. Pour ces techniques, franchement, c'est le luxe là. Hein. Mais en revanche, quand on fait des blocs en douleur persistante sur les petits nerfs, ça peut être intéressant d'avoir des échographes, je dirais, de cette qualité-là. Et alors on enlève le virtual convexe, on a mis 3, peut-être 3,4, 3,5, c'est pas mal. Je vais mettre en place l'index. Alors je veux bien le deuxième écran. Voilà. Alors la flèche, elle est là. Je vais me la rapprocher pour tout. Globalement, je vais vous mettre les structures d'intérêt. Je vais essayer de vous les mettre au niveau de l'écran. Et je vais vous faire les commentaires. Je vais peut-être me perdre un peu, mais comme quand je travaillais avec les internes d'anesthésie, avec les résidents. Donc je leur dis de positionner la sonde, non pas transversalement, mais de positionner la sonde dans le pli de laine, dans l'axe du pli de laine, parce que le nerf fémoral est légèrement descend latéralement dans la racine de la cuisse. Merci beaucoup. Je touche pas ma sonde avant, je soulève un bord. Et donc maintenant, je vais vous mettre le côté latéral sur le côté gauche de l'écran. Je retourne ma sonde. Vous voyez, j'ai juste fait ça, tac, comme cela. On regarde, on se promène, on appuie un petit peu. Ce que je dis aux internes, deux choses. Si je vois les artères battre comme ça, t'appuies trop fort, mon garçon.
Donc tu vas relâcher ta pression de sonde. C'est pas la peine. Tu fais ça, tu as une information, il n'y a pas de thrombose veineuse. Ok. Troisième information, tu vois bien qu'il y a Mickey et ses oreilles. Si tu as beaucoup de ronds comme ça, c'est que tu es un petit peu trop bas dans le pli de laine. Donc si tu veux faire un bon bloc du nerf fémoral, tu vas remonter, tu n'as plus qu'une grosse artère. Au lieu d'en avoir deux, tu te mets juste dans le pli de flexion de la cuisse. Et après, au fond, tu as le cotyle. Et le nerf fémoral, lui, il est musclé, donc son nerf est repoussé par le muscle à proximité de l'artère. Et donc après, tu vas jouer avec l'anisotropie. Si tu as la mauvaise inclinaison de la sonde, tu vas rien voir. Et à un moment, tu vas avoir une bonne inclinaison qui te permet de mettre en avant les différentes branches du nerf fémoral qui sont encore ensemble, mais qui se divisent. Donc après, vous allez me dire, je vais piquer, alors cathéter, je vais piquer dans cette région-là, je vais essayer de décoller hors du plan pour monter mon cathéter d'analgésie dans la fosse iliaque, sous le fascia iliaca. Si je suis débutant et je fais un bloc à visée chirurgicale en injection unique, on peut venir dans le plan. Moi, j'aime bien rentrer là. Si vous faites de la neurostimulation, vous allez avoir une contraction du sartorius qui chemine avec les rameaux cutanés de la cuisse au bord latéral du nerf fémoral. Et si vous tapez en dessous, ici, vous traversez le psoas qui va se contracter en neurostimulation. Et ici, en plan profond, vous allez avoir le nerf du quadriceps, dont on vous parlera tout à l'heure, avec le rameau saphène. Donc ça peut donner des petites paresthésies électriques à la face interne de jambes, mais les patients, si on leur en parle pas, ils vont pas les reconnaître. Comme le sartorius, en revanche, les contractions. Si je descends, vous avez l'artère. Alors moi je dis circonflexe latéral, peut-être que on va me reprendre, c'est normal, hein, elle est souvent là, c'est variable. Donc si on remonte un peu, elle disparaît, ça peut être sympa pour faire le bloc. Je ne vois pas de nœud lymphatique. Parfois, il y en a un moment un petit ici, ça n'a pas d'importance. Et j'aime bien, dans certaines pathologies, dans certains blocs, même chirurgicaux, aller injecter un peu d'anesthésique locale au-dessus de l'artère, pour deux raisons. Il vous l'a dit tout à l'heure, le rameau génitofémoral, fémoral du nerf génitofémoral, mais aussi les nerfs autonomes qui vont participer à l'innervation à laquelle on pense jamais, à l'innervation autonome de la cuisse. Mais bon, globalement, dans la vraie vie, on fait un bloc du nerf fémoral. Hein, voilà, une fois que vous avez une lentille d'anesthésique locale qui vient là, ou éventuellement qui vient en dessous, Didier Moreau avait montré il y a quelques années que quand on pique en dessous, on a un bloc moteur plus précoce. Quand on pique au-dessus, on a un bloc sensitif plus précoce que le bloc moteur. Mais à la fin, tout dort. Hein. C'est pas la peine non plus pour la chirurgie de mettre 30 ml. Hein. Vous avez votre lacune, on s'arrête, quoi. Et donc, on a fait son bloc fémoral. Alors moi, j'arrive à rester avec une aiguille un peu longue. Je ressors mon aiguille dans le plan et je vais la rediriger en latéral. Mais sinon, si vous n'avez pas l'habitude, faites une petite sédation parce que pour la chirurgie, hein. L'analgésie, faire un cutané latéral de la cuisse pour l'analgésie du genou, ça sert à rien. C'est pas la peau qui fait mal après une chirurgie lourde du genou. Hein, c'est les plans profonds qui font mal, c'est pas la peau. Sauf si vous avez un énorme hématome chirurgical, dans ce cas-là, vous aurez des douleurs chirurgicales. Mais sinon, faire un bloc du cutané latéral de la cuisse pour la hanche ou pour le genou, ça sert absolument à rien. C'est pour l'analgésie. Mais si on part latéralement, on voit ici le sartorius, le couturier, dans l'ancienne nomenclature. Et ici, vous avez un petit triangle. Et au sein du petit triangle, voilà, vous voyez qu'il y a des structures là. Alors, on va peut-être réussir à affiner, mais bon, dans la vie de tous les jours, vous embêtez pas, vous infiltrez ce triangle, le flit-flat tunnel de certains anglo-saxons, et vous avez toutes les chances de bloquer les rameaux du nerf fémoral qui ne me paraissent pas énormes. Donc je ne vais pas insister, mais on va juste faire une infiltration vers l'épiniaque antéro-supérieur. Plus vous remontez, plus vous avez un petit couturier, plus vous descendez, sartorius, pardon, plus vous descendez, plus il est large. Hein. Donc juste côté latéral du sous-couturier, le nerf cutané latéral de la cuisse, il est dans un peu de graisse qui favorise son glissement au niveau des fascias. Je ne vais pas remonter plus haut parce que sinon je vais lui arracher le slip. Donc c'est quand même pas le but dans cette démonstration. Donc pour la chirurgie, on pourrait, une chirurgie du genou, vous pouvez mettre arthroscopie du genou, moi c'est laryngé, hein, moi ça me va bien. Mais si vous avez un patient que vous ne voulez absolument pas, ou certains patients ne veulent pas dormir, vous ne voulez pas faire de rachianesthésie, vous pouvez faire une arthroscopie de genou, il va falloir bloquer 4 nerfs, cutané latéral de la cuisse pour l'abord latéral, le fémoral pour l'abord antéro-interne, l'arthroscope et le machin qui cravate là. Et puis après, il va falloir bloquer tout le genou pour le confort du patient. Le chirurgien va vouloir un gant au-dessus de la cuisse.
Donc pour l'ischémie de la cuisse, il va vous falloir aussi faire un bloc sciatique, mais aussi, si vous voulez, le maximum de chances d'éviter une sédation. Parfois, il y a des sportifs qui veulent voir le geste. Vous allez aller en dedans. Alors, on quitte les vaisseaux. Ce que je dis toujours aux étudiants. Alors, je vais vous remontrer juste l'endroit où il faut infiltrer, parce que je ne sais pas si je l'avais fait, c'est ça. La cible pour le QT latéral de la cuisse est là, en dehors du sartorius. Je reviens sur ma région fémorale. Alors, la stratégie, vous mettez comme ça. Vous n'allez pas piquer le pubis. Surtout chez les garçons, quand ils voient l'aiguille s'approcher des bourses, mais ce n'est pas les mêmes dont celles dont parlait Mathias, quand parfois les patients, s'ils n'ont pas beaucoup de sédation, ils n'aiment pas trop. Enfin, moi, je sédate quasiment tout le temps quand je fais 4 ponctions, parce que c'est assez inconfortable. Je vais aller en dedans, je vais mettre un peu de profondeur. Bon, là, en plus, on a... Et je vais... Alors, voilà, je fais biquer ma sonde. En fait, j'incline ma sonde vers le pubis. Et ce que je vais essayer de voir, c'est... Donc, je vais avoir... Quand je perds les vaisseaux, j'ai le pectiné et puis les muscles adducteurs, le court, le long, le grand, alors qu'ils sont de volume variable en fonction de la morphologie des patients. Et donc le bloc obturateur, petit volume, mais une petite injection dans la partie antérieure et une petite injection dans la partie postérieure. Alors là, j'ai pas de gel, mais je vais essayer d'en mettre un peu plus. Avec nos patients en bloc, c'est plus facile. Mais bon, c'est là que ça se joue. Le nerf est divisé. Je vais pas plus haut. Il y a des approches qui sont plus hautes. Mais il faut quasiment que vous fassiez une sédation profonde à votre patient. Alors faites attention à la crosse de la saphène. Si vous piquez dans le plan des ultrasons, que j'ai un peu de mal à choper, là, généralement, on la voit monter. Évitez de piquer la crosse de la saphène parce qu'elle va être là. J'appuie peut-être un peu fort. Voilà. Là, on voit qu'il y a une petite veine qui monte. Si vous piquez la crosse de la saphène, quand vous allez enlever votre sonde, ça saigne à la cuisse. C'est pas joli, quoi. Donc, vous faites attention. On va finir. Donc, on a fait le fémoral, on a fait l'obturateur pour surtout l'ischémie liée au garrot à mi-cuisse ou s'ils veulent mettre le garrot, il nous reste un bloc à faire. Alors moi, je suis assez paresseux. Faire un bloc popité, c'est piquer où travaille le chirurgien. Donc pour une chirurgie du genou, c'est un peu dommage. Je vais avoir tendance à positionner mon patient comme ça. Alors quand je suis avec un interne, je mets la main là, je lui donne la sonde, je lui dis t'en as déjà fait, parce qu'ils ont fait le big five. Non, subglutéal, on n'en fait pas souvent. Je vais te donner une petite astuce. Tu vois, la cuisse, si tu regardes le pli de laine, le pli interfessier, si tu imagines le sillon interfessier, le sciatique, il descend à peu près à 10 cm latéralement au sillon interfessier. Donc le patient, s'il est sur le côté et que vous l'avez un peu sédaté, vous allez mesurer 10 cm et vous posez votre sonde dans un méplat. On dit subglutéal, sous le muscle glutéal, donc au niveau des ischio-jambiers. Et là, on a les muscles ischio-jambiers, et là, il y a un petit méplat. Et donc, je vais positionner ma sonde dans le méplat. Et on va voir si j'ai de la chance. Voilà. Alors si vous êtes perdu, pas trop médial, pas trop latéral. Si vous êtes perdu, vous regardez cette espèce d'image. Ça, c'est le tendon du chef-long du biceps fémoral. Et plus on remonte, plus il va être gros et plus il va cacher votre nerf sciatique. Et donc à la partie latérale, vous avez le nerf sciatique qui n'est pas très profond. Vous avez vu 3 cm et demi, et qui est déjà séparé en deux parties. Là, on voit les deux parties qui ne sont pas ensemble. Ils sont séparés par une membrane que Mathias devrait nommer la membrane de Compton-Cruvelier. Et donc, à la partie, alors je vous le montre, le nerf sciatique, c'est tout ça. On voit les fascicules à l'intérieur avec cette magnifique machine. Je ne fais même pas d'effort pour le visualiser. Il apparaît entre deux lignes blanches chez les obèses, quand on a des patients pas du tout échogènes. Pour peu qu'il n'y ait pas d'atteinte d'air sous-cutané, on voit ces deux parties-là. Généralement, la membrane de Compton-Cruvelier est moins importante, et donc on a la partie externe du nerf. Si je tape là, ça bouge sur le côté latéral, ou si je soulève le côté médial, le côté latéral est toujours à gauche de l'écran. Et donc j'ai le nerf, les deux parties du nerf, le partie externe, si j'avais un neurostimulateur. Quand je stimule ici, je vais avoir de la dorsiflexion, et quand je vais stimuler ici, je vais avoir de la flexion plantaire qui correspond au contingent tibial, au contingent fibulaire commun. Si vous faites un bloc dans le plan, vous allez arriver comme ça. Si vous faites le bloc hors du plan, je le fais tous hors du plan, mais non, mais ça demande un peu de dextérité. Mais vous voyez, là vous avez de la matière, là vous avez de la matière, et là vous avez un petit endroit où vous allez pouvoir frapper en douceur. Parce que si vous tapez les fascicules du nerf, sans neurostimulation, le patient va réagir. Donc vous avez vu, j'appuie un peu plus fort alors surtout si vous avez un patient musclé, ce qui est son cas. Donc c'est extrêmement facile. Après, si vous êtes perdu et si vous n'avez pas l'habitude de faire un bloc du sciatique au niveau de la région subglutéale, vous prenez du gel, ne regardez pas l'écran parce que je vais étaler le gel de haut en bas, ça va ?
Tu dors, non? Non, tu peux dormir. Tu sais que tu peux. Voilà, vous mettez là, au niveau de la fosse poplitée, un peu latéralement. Voilà, on va le centrer. Le nerf se divise quand l'artère, voilà, là on a la division que vous connaissez, hein, on va remonter. Et vous entraînez à garder le nerf au milieu de l'écran, là où il y a la flèche, il est là. Il va devenir plus profond, un peu plus difficile à repérer. Je vais essayer de le mettre au milieu, mais il est musclé, donc en fait, il s'échappe. Au milieu, le biceps fémoral est énorme, donc on a un peu du mal à le retrouver, mais il est là, hyper écogène, c'est magnifique. Tu es magnifique à l'intérieur. Hop, vous voyez les deux parties du nerf sciatique. Je ne cherche pas le cutané postérieur, j'en ai pas besoin, donc ne me parlez pas du cutané postérieur de la cuisse. Une artère qui traverse, donc on ne va pas piquer à cet endroit-là. Hein. Vous n'allez pas piquer à l'endroit où il y a du monde. Comme un nerf ulnaire, piquez-le un peu plus haut quand il n'y a pas d'artère. Et je vous ai très peu parlé des muscles et des régions autour. Hop, je quitte l'artère, mais je reste sur mon nerf. Et là, je suis à la région sublutéale, il redevient superficiel. OK ? Je n'ai pas tourné le patient, parce que je suis un gros feignant, quoi, en fait. Hein ? Et donc, évidemment, si vous avez une aiguille de 150, vous aurez du mal. Vous pouvez vous aider si vous voulez tourner votre patient. Mais là, vous avez fait donc un fémoral. Alors, on peut faire que de la mépivacaïne si vous avez un jeune chirurgien. Parce que c'est de l'ambulatoire, hein, en fait, tous vos blocs à la mépivacaïne. Et donc après, vous allez me dire, oui, mais le caté fémoral, ben, on remet du caté fémoral, mais on va en reparler tout à l'heure dans la deuxième partie, quand Mathias aura fini de se mettre en place. Je l'ai perdu. Il est où? Il est derrière. Il est caché. Mathias, je continue à parler ou? Eh bien, écoute, la transition, est tout à fait trouvée, parce que moi, j'ai terminé. Donc, on applaudit Raphaël, s'il vous plaît. Hein? Tu fais comme tu veux, tu peux te rasseoir là, ou si tu veux voir ce que fait Mathias, hein, ou tu tournes dehors, tu fais le sieste. C'est bien. Merci. Attention. Hop. Normalement, on devait être pas trop mal là. Alors, tac. Donc, pendant que Olivier vous présentait un peu tout ça, moi j'ai construit une vue antérieure de la cuisse avec les éléments principaux qui nous intéressent, à savoir le muscle quadriceps fémoral, le droit fémoral, le chef droit fémoral, qui s'insère donc sur l'épine iliaque antérieure et inférieure, le chef vaste latéral, le vaste médial. Puis j'en ai profité pour montrer ici le muscle tenseur du fascia lata qu'on va tirer un tout petit peu. Le muscle sartorius ici que j'ai coupé volontairement, comme je vais vous le montrer maintenant. Ce muscle sartorius, il vient ici. On va le couper pour pouvoir dégager une région qui est absolument essentielle aux chirurgiens vasculaires, aux radiologues interventionnels, mais surtout à nous anesthésistes. C'est, vous l'avez compris, cette région, c'est la région du trigone fémoral. Et c'est là une région importante, c'est une région complexe aussi, dont les limites sont les suivantes. Première limite, c'est une limite en haut, c'est le ligament inguinal. La deuxième limite, c'est une limite latérale qui est représentée par le bord médial du muscle sartorius. Et puis, la dernière partie de ce trigone fémoral, c'est sa limite médiale qui est représentée par ici le bord latéral du muscle long adducteur que je suis venu ici, comme je le montre, couper. Et ce trigone fémoral, il a un plancher. Ce plancher, il est constitué en partie par le muscle iliopsoas, mais aussi par les autres muscles adducteurs. On retrouve ici le muscle court adducteur et tout à fait en arrière, le muscle grand adducteur. Et vous voyez là qu'il existe 3 grands muscles adducteurs, longs, courts, grands, d'avant en arrière. Dernier muscle dont j'ai à peine parlé préalablement, c'est ici le muscle pectiné dont on voit l'insertion à cet endroit-là, un rapport musculaire important. Ce muscle pectiné, dans 55% des cas, il est innervé par le nerf obturateur, dans les 45 autres par le nerf fémoral. Voici donc ces différents chefs du muscle quadriceps.
Vous voyez d'ailleurs qu'il se termine de façon différente au niveau de la patella. Le muscle vaste médial, et c'est ce qu'on voit très bien chez les gens qui font beaucoup de courses à pied ou qui se musclent les quadriceps, on voit très clairement que le chef vaste médial déborde davantage que le vaste latéral. Si je vous ai représenté ce trigone fémoral, c'est évidemment pour vous rappeler un élément essentiel qui nous vient de cette lacune musculaire qui se trouve dans un dédoublement, on l'a dit préalablement, du fascia qui recouvre le muscle psoas, le muscle grand psoas, le muscle iliopsoas, c'est bien évidemment le fascia iliaca. Et voici donc ce nerf fémoral qui, je le rappelle, va rapidement se diviser. Comment se divise-t-il? Première branche, c'est une branche musculaire, enfin musculo-cutanée, qui est latérale. Et cette branche, elle va habituellement venir ici innerver par sa face profonde le muscle sartorius, et certains rameaux vont ici perforer ce muscle sartorius pour se distribuer à la peau. Donc première branche, branche musculo-cutanée latérale qui innerve le sartorius et qui va donner des branches fémorales cutanées antérieures. Deuxième branche importante, c'est une branche cette fois-ci musculaire. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a décrit dans les livres d'anatomie classiques. Mais on oublie souvent que, comme le rappelait Hilton en 1863, avec la fameuse loi de Hilton, tout nerf qui innerve un muscle moteur d'une articulation fournira, en plus de la branche musculaire, une branche articulaire. Et donc ce deuxième contingent du nerf fémoral, il est d'une extrême importance, c'est le nerf du quadriceps. Ce nerf du quadriceps, le voici, et très rapidement, il va se diviser en ces différents rameaux. Premier rameau, un rameau qui va aller innerver le muscle ici, vaste latéral. Deuxième rameau, un rameau qui va innerver le muscle droit fémoral. Troisième rameau, un rameau qui lui va être plus postérieur, qui ira innerver le vaste intermédiaire. Et dernier rameau, et je suis certain que vous avez tous déjà entendu parler de ce nerf, c'est bien évidemment le nerf du vaste médial. Et ce nerf du vaste médial, eh bien, il va cheminer dans ce trigone fémoral, il va accompagner presque l'artère fémorale qu'on va représenter dans un instant, et puis surtout, il va se distribuer progressivement au muscle vaste médial. Tant que vous êtes dans le trigone fémoral, ce nerf n'est pas encore rentré à l'intérieur du muscle. Et c'est uniquement quand vous allez aborder le canal des adducteurs, fermé, on le verra dans un instant, par la membrane vasto-adductrice, que le nerf est déjà parti. Et donc, si vous voulez bloquer ce nerf du vaste médial, qui, on le verra dans un instant, contribue à l'innervation capsulaire, articulaire du genou, vous ne pouvez pas faire un bloc au niveau du canal des adducteurs. Vous devez anatomiquement remonter à mi-hauteur de cuisse. Vous aurez la démonstration échographique tout à l'heure pour venir bloquer ce nerf du vaste médial. Alors évidemment, comme on dit dans le milieu militaire, quand on ne sait pas être précis, on compense l'imprécision par l'afflux de mitraille. C'est un peu le même principe. Plus vous allez injecter, plus évidemment vous allez toucher de branches. Mais certes, certains sont peut-être amateurs de natation, ce n'est pas pour autant qu'il nous faut boire la tasse. Poursuivons, mettons en place donc ce nerf du vaste médial, et puis rappelons maintenant cette troisième branche du nerf fémoral. Cette troisième branche, c'est une branche qui va cheminer d'abord dans le trigone fémoral, puis qui va s'engager ici, qui est recouverte par le sartorius. Cette branche, vous la connaissez parfaitement, vous savez comment elle se nomme, c'est la branche sensitive principale du nerf fémoral, c'est celle qui innerve la région médiale de la jambe, vous l'aurez compris, c'est évidemment le nerf saphène. Enfin, la dernière branche, c'est là aussi une branche musculo-cutanée qui donne d'abord un rameau musculaire au muscle pectiné. Voici cette innervation du pectiné, on l'a dit tout à l'heure, qui peut aussi être innervé par le nerf obturateur, et puis surtout ces branches cutanées
qui vont très vite devenir superficiels. Et je me permets ici de mettre un tout petit carré bleu pour montrer le territoire cutané, comme je peux dorénavant le faire de l'autre côté. Alors j'espère qu'il y a un tout petit peu de contraste pour que vous puissiez bien voir ces différents rapports qui ne sont guère évidents à comprendre. Et donc ce trigone fémoral, c'est là où vous trouvez le nerf fémoral avec ses 4 branches, musculo-cutané latéral, du quadriceps, qui elle-même se divisera en 4 branches, saphène, et puis, vous l'aurez compris, la branche musculaire médiale pour l'innervation du pectiné. On oublie souvent que le nerf fémoral fournit d'autres éléments, et en particulier l'innervation autonome vasculaire. C'est le rameau vasculaire de Schwalbe, vous me pardonnerez mon expression en allemand, qui n'est guère précise, rameau vasculaire de Schwalbe, et pour certains, le fait de bloquer ce nerf fémoral pourrait venir créer une vasodilatation de cette artère fémorale. Il reste encore à le démontrer d'un point de vue clinique. Dans ce trigone fémoral, on trouve là aussi, nous l'avons mentionné tout à l'heure, l'artère fémorale, la veine fémorale dans le même bleu que tout à l'heure, et la crosse de la veine grande saphène. Voici donc ces différents éléments, et ce que je vous propose dorénavant, c'est essayer de comprendre en quoi le trigone fémoral, et plus particulièrement l'apex du trigone, c'est-à-dire son extrémité inférieure, diffère de ce qu'on a coutume d'appeler le canal des adducteurs. Parce qu'en effet, il existe, mais pour les besoins du dessin, je ne le représenterai pas ici, je représenterai ceci en coupe, il existe une membrane entre le quadriceps fémoral et les muscles adducteurs. Et c'est cette membrane qui vient fermer le canal subsartorial dans sa partie basse, qu'on appelle le canal des adducteurs, qui avait été décrit par Hunter, comme cela a été mentionné tout à l'heure. Alors, essayons de reproduire ces éléments en coupe. Et puis, vous voyez, j'ai dessiné ici, déjà d'emblée, sur la partie latérale droite du tableau, voilà, parfait, un début de coupe qui nous permet de comprendre d'abord les différents chefs du muscle quadriceps fémoral. Le droit fémoral, rectus femoris, le vaste intermédiaire, plus profond, immédiatement sous-jacent, le vaste latéral, le vaste médial. Dans la partie médiale, maintenant, on va pouvoir représenter ce que nous avions abandonné préalablement, le muscle sartorius coupé. Voici ce muscle sartorius. Ce n'est pas tout à fait le même brin. Voilà, on va utiliser la même couleur. Voici ce muscle sartorius qui, par ailleurs, va vraiment se diriger davantage en arrière quand on descend sur la cuisse. Et c'est donc plus en arrière qu'on le retrouve ici. Le canal des adducteurs, c'est un canal qui est triangulaire, et si je le complète par rapport au dessin initial, on comprend que ces différents éléments viennent ici former une sorte d'entonnoir qui est rétréci à sa partie basse et qui par ailleurs va communiquer avec la fosse poplitée. Cette fosse poplitée qui contient, pour rappel, l'artère poplitée. Évidemment, il existe un continuum entre le canal des adducteurs, le trigone fémoral et la région poplitée, par le simple fait que cette artère fémorale va s'engager, va devenir beaucoup plus postérieure, et on aura la démonstration échographique dans un instant, et va devenir, changer de nom, une fois qu'elle passe sous l'arcade du muscle grand adducteur, l'arcade de Hunter, va devenir artère poplitée. Maintenant, il nous faut parler de ces muscles adducteurs. Premièrement, souvenez-vous, s'insérant sur la ligne âpre, et vous avez vu que je l'ai faite bien saillante, nous allons trouver les muscles adducteurs en grande partie. Les muscles ischio-jambiers vont s'insérer davantage, quant à eux, en arrière et latéralement. Voici ces muscles adducteurs,
et je peux dorénavant représenter le contenu de ce canal des adducteurs. Premièrement, nous l'avons mentionné, une artère. Cette artère, c'est évidemment l'artère fémorale. Cette artère fémorale qui est donc en effet fémorale et que nous allons retrouver dans cette partie. Nous allons par ailleurs trouver une veine, la veine fémorale, parfois plus ou moins visible selon les individus, mais c'est surtout maintenant les éléments nerveux qui vont nous intéresser. Et parmi ces éléments nerveux, un d'importance, c'est évidemment le nerf saphène. Alors votre question, c'est de savoir, le nerf saphène se trouve-t-il en avant ou en arrière de l'artère? Se trouve-t-il sur votre appareil d'échographie, latéralement ou médialement? Réponse d'anatomiste, variation anatomique. Je ne sais pas. Il y a des patients chez qui on voit nettement cette branche en arrière et d'autres davantage en avant. Et puis, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ici garder ce nerf en arrière pour les besoins du schéma et de la pédagogie, mais sachez en tout cas que ce n'est pas toujours le cas. Sachez par ailleurs qu'il existe fréquemment un nerf saphène accessoire, variation anatomique, dont la fréquence est relativement indéterminée, et par ailleurs, il peut exister plus d'un saphène accessoire. Alors souvent, cette partie accessoire, alors pardonnez-moi, quand je regarde la caméra, je vois qu'il y a un tout petit problème de contraste. Ça, c'est vite réglé avec un tout petit trait blanc. Voilà. Et normalement, on voit un tout petit peu mieux les éléments. Voilà. Mais vous allez me dire, on n'a toujours pas représenté les fascias. C'est le bleu qui passe moins bien. C'est le bleu qui passe moins bien. Eh bien, changeons de bleu alors. Ça sert à ça d'avoir des craies. Voici donc la veine fémorale, ici présente. Alors, qu'en est-il des autres éléments? Je vous ai mentionné la membrane vasto-adductrice. Cette membrane vasto-adductrice, qui est donc tendue entre le quadriceps fémoral et la loge des adducteurs, d'où le terme de vasto qui fait référence au muscle vaste médial, adductrice qui fait référence au muscle adducteur. Mais pour la représenter, je ne peux pas le faire n'importe où. Si je pose ma sonde au milieu de la cuisse, je vais trouver la coupe A. Si, au contraire, je vais plus distalement à la jonction entre le tiers moyen et le tiers inférieur de la cuisse, ou plus bas, je vais me retrouver au niveau de la coupe B. Et c'est sur cette coupe B que je vais donc représenter cette membrane qui vient ici fermer, constituer le toit du canal des adducteurs. Et la grande particularité, c'est que l'ensemble est évidemment recouvert de fascia propres de chacun de ces muscles. Fascia d'abord du muscle sartorius, en continuité avec le fascia lata de la cuisse, qui recouvre ici le muscle quadriceps fémoral. Et voici ce qui se passe en arrière. Mais dans cette partie inférieure, il existe un double fascia. Et si je zoome sur cette partie-là, certains auteurs décrivent dans cet espace très faible, on le voit très rarement. En fait, la plupart du temps, ces fascias sont accolés. Pour qu'ils soient distincts et qu'on puisse les voir, il faut un tout petit peu de graisse. On les voit très bien chez moi. Soyez pas non plus désagréables. Dans cet espace entre le fascia propre du muscle sartorius et la membrane vasto-adductrice, on peut trouver, et c'est là tout à fait important, ce que certains auteurs ont décrit comme étant le plexus subsartorial. Plexus subsartorial, en dessous du sartorius. Alors, tous les auteurs ne sont pas d'accord sur la description de ces plexus. Premier élément, il est variable, il est inconstant. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il contient? C'est là que ça devient plus compliqué. Il contient des branches du nerf obturateur, il peut contenir le nerf saphène accessoire, en tout cas, c'est ce qui est représenté et rapporté par les différents auteurs. Il y a un nerf dont nous n'avons pas encore parlé, le nerf du vaste médial. Mais ce nerf du vaste médial, il est tout à fait intéressant de constater que,
encore une fois, quand on est à l'apex du trigone fémoral, il n'est pas encore rentré à l'intérieur du muscle. Il se trouve dans l'interstice entre le sartorius et le muscle vaste médial. Et ça n'est que secondairement qu'il va s'engager à l'intérieur du muscle pour donner ces différentes branches d'innervation, mais aussi se diriger, on va le voir dans un instant, vers la capsule articulaire du genou. Et pour mettre en place ces différents éléments, pour comprendre le canal subsartorial avec le trigone fémoral, l'apex du trigone fémoral, le canal des adducteurs, je vous propose maintenant de passer à la démonstration échographique pendant que je mets en place les derniers dessins. 5 minutes. C'est le choc des cultures, hein, parce que là on passe de l'anatomie, que vous allez oublier après, sur le côté extrêmement pratique. Et donc je vais vous donner ma façon de faire en fait. Alors les internes d'anesthésie, ils veulent souvent faire un canal des adducteurs. Alors moi je leur dis, elle est où l'incision, hein, parce que vous avez bien compris, avec la rotation des métamères, restez comme ça, mais on est à la partie médiale du genou. Vérifie, hein, si on enlève du matériel à la partie latérale, c'est pas cette technique d'analgésie qu'on va faire. On a mis beaucoup de cathéters au niveau du canal fémoral et on a arrêté. Les chirurgiens nous ont demandé de remettre des cathéters au niveau de la région fémorale et donc les kinés et les chirurgiens, même on garde les patients 48 heures en général, hein, après une prothèse de genou au CHU de Montpellier. Et donc les chirurgiens nous demandent de remettre des cathéters. On essaye premier jour, on charge un peu, le deuxième jour, on charge un peu moins. Et on a quelques patients qui reviennent pour des mobilisations de genoux. Donc on fait une AG masque. Hein. On leur met le cathéter sous sédation, parce que généralement, c'est des patients un peu pusillanimes, et on leur met un cathéter fémoral pour favoriser la rééducation. Donc en fait, le canal des adducteurs, j'en fais plus, quoi, en vrai, dans la vraie vie. Mais moi, j'en ai fait pas mal, donc on va essayer de se souvenir. Tu m'aideras, Raphaël, si jamais je m'en sors pas. Alors je leur dis, mi-cuisse, c'est quoi? Si vous êtes ici en bas, c'est un canal des adducteurs. Vous êtes ici, c'est un canal fémoral, et vous êtes en haut, vous êtes au niveau du triangle fémoral ou de la région. Et donc, plus vous descendez, plus votre produit pourra aller vers la fosse poplitée, comme vous l'a dit, et plus vous remontez, plus ça remontera. Et l'écho, ça doit être dynamique. Hein. Et donc, quand vous allez injecter, suivez votre anesthésique locale, macroscopiquement. Vous verrez, vous ne pouvez pas prédire s'il monte ou il descend. Et vous pouvez, parfois, on injecte dans cette région et on retrouve le liquide au niveau proximal de la cuisse. Ben moi, je leur dis, le sartorius, il va de l'épiniaque jusqu'ici à la face interne du genou. Donc vous allez positionner, mettez pas 2 tonnes de gel non plus, je dis à mes petits internes. Et après, je leur demande, il y a quoi dans le canal fémoral? Et il y a comme ça, je peux les gronder un peu, j'adore. Vous allez poser votre main sur votre patient. Il faut que, et puis c'est pas un microphone, hein, c'est pas un micro, donc on doit finir avec du gel sur les gants si vous mettez des gants. Mais enfin là, on va pas mettre de gants. On y va? Donc je leur dis, vous posez la sonde à la face médiale de la cuisse et vous allez vous orienter. Donc là, j'ai le côté, on va mettre le côté latéral comme toujours. Comme ça, j'ai la même orientation de la sonde du patient. Je me mets à mi-cuisse et je vais me balader. Ce que je cherche, c'est une artère. Il y a bien une artère, ce garçon. Ah ben voilà, il est là. Donc il est musclé, hein, donc puis il est bien nourri. Hein, ouais. Maman fait des petits plats ou pas? Enfin, des petits plats. Hein. Donc vous avez, j'ai un peu de temps, hein, donc on prend la flèche. Le derme, n'injectez pas le derme. Injectez en sous-cutané. L'injection intradermique, c'est la peau d'orange, ça fait super mal. Le tissu de soutien, là, hein, bien nourri. Donc tout ça, c'est du tissu sous-cutané. Et puis là, on a un joli muscle qui est le sartorius. Et donc, vous pouvez vous balader vers le haut et vers le bas. Et vous le mettez au milieu de l'écran. Hop, alors je vais revenir à ça. Et je regarde où il y a de la matière. Regardez, là, il y a du monde. Hein. Bah, c'est fini. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller dire dedans, dehors. Hop, là, c'est en dehors. Donc, c'est du côté du vaste médial. C'est assez logique que j'ai des structures ici. Voilà. Et donc, si je remonte, quand je descends, à un moment, elles devraient disparaître.
On va voir si j'ai raison. Hop, voilà, ça y est, il est parti dans le muscle. Il n'y a plus grand-chose là. Ok, vous avez vu? Je vais remonter. Et vous allez voir, il va se recoller. Hop, il va revenir. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que du muscle. Je redescends. Bon, il y a des poils qui nous gênent un peu, mais c'est bon. Hein. Hop là, ça rentre dans le muscle. Les branches musculaires, il y en a au moins là, il y en avait peut-être des plus proximales, hein, mais j'en ai quelques-unes qui sont rentrées. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai une artère, encore une fois, voilà, mon garçon t'appuie trop fort, augmente la profondeur. L'artère bas, elle est crabouillée, là, c'est désagréable pour tout le monde, et tu verras pas quand tu injectes. Donc relâche, relax. La deuxième information, à quel endroit, quand est-ce que je suis trop bas? Eh bien, c'est simple, vous regardez votre artère, vous regardez cette ligne entre le sartorius et l'artère fémorale. On descend, je vais la suivre. Je vais rester là. Bon, ça change de forme, mais je m'en occupe pas de ça. Hop, voilà. Mon artère s'est décollée du sartorius. Je rentre dans le canal des adducteurs. Donc là, je suis dans le canal fémoral. Je rentre dans le canal des adducteurs. Je remonte. Je vais arrêter parce que j'ai plus de gel. Mais après, je vais arriver dans le triangle fémoral. Donc on a une mauvaise nomenclature. Tout le monde dit canal des adducteurs. On va continuer à dire canal des adducteurs. Tu me laisses une minute, Mathias? Oui. Parce que je ne voudrais pas qu'on loupe le début des festivités. Non seulement je suis paresseux, mais je suis aussi un peu alcoolique du soir. J'ai fait beaucoup de l'IPAC. Et donc, l'IPAC, c'est génial. Franchement, c'est Sina, le monsieur qui a décrit l'IPAC, il avait une idée fantastique, parce que ces chirurgiens infiltraient mal. Et donc, j'ai fait de l'IPAC, j'en ai fait beaucoup. C'est une technique qui est chiante, qui est pénible à faire, qui est difficile, on est obligé de changer de sonde, on voit rien, on voit pas les nerfs forcément, ils sont tout petits, donc moi je prends une sonde basse fréquence. Je suis paresseux, donc quand le patient a une prothèse de genou, vous êtes obligé de le sédater parce qu'il a mal. Et puis on a des chirurgiens qui infiltrent bien, notamment Florent Gaillard, qui s'applique quand il fait ses infiltrations. Une infiltration bien faite par un chirurgien, c'est mieux qu'un IPAC fait par un anesthésiste. Pourquoi? Parce qu'on touche plus de branches. Quand vous allez faire un IPAC en proximal, vous allez bloquer les branches proximales et qui sont, comme vous l'a dit Mathias, extrêmement variables. Essaye juste de te relâcher. Et donc je me promène avec une sonde basse fréquence, pas très profonde, mais c'est le champ qui m'intéresse. Et on va aller piquer de dedans, ici, ou hors du plan, si vous êtes. Il y a les vaisseaux qui vont vous gêner, je vais les mettre au milieu de l'écran. Et vous avez une artère qui bat. Je vais augmenter un peu le gain avec mon autre main. Voilà. J'ai mon artère. Si je relâche, je devrais voir les oreilles de Mickey. Bon, là, Mickey n'a qu'une grande oreille et une petite oreille. Quand je relâche, toujours la même chose. Donc, je vais essayer d'orienter la sonde pour que vous soyez horizontal. Et donc, il faudrait que, comme j'ai fait le caté fémoral, je venais comme ça, où je faisais le tour, je mettais mon échographe de l'autre côté. Donc, je viens avec mon aiguille, une deuxième aiguille ici, rentrer de médial, donc on est sur le trajet aussi du nerf saphène selon la position de votre ponction, donc c'est pas terrible non plus, et on va infiltrer. Alors si vous êtes trop bas, vous avez un trou au fond, c'est les condyles, et donc vous allez retrouver le fût fémoral. Hop là maintenant je suis sur le fût, j'ai mon artère, et donc je vais infiltrer. Alors je vais venir de médial ici, de médial en latéral, pour aller infiltrer sous l'artère. Pas dans les coques articulaires, j'ai infiltré ici sous l'artère, avec mon nerf sciatique qui est collé avec mon artère ici. Et donc quand je mets un gros volume, je peux avoir en plus un blood flow sciatique et un stépage. Bon écoutez, c'est génial, l'IPAC c'est comme le peigne, c'est joli, c'est bien décrit, mais vous voulez mon avis, c'est de la merde. Voilà. Mathias ? C'est bon, je continue à dire des bêtises ou on y est. Vous avez vu le synchro? On applaudit encore une fois Raphaël parce que pour la démonstration, c'est vraiment un grand bonheur. Voilà. Merci Raphaël. Excuse-moi. Donc nous avons traité les choses finalement très proximales. Alors peut-être que ça paraît redondant pour certains d'entre vous, mais ce que je vous propose, c'est d'aller un peu plus loin et puis de regarder cette fois-ci l'innervation capsulaire, maintenant qu'on sait d'où viennent les nerfs, et puis l'innervation cutanée, les deux étant des problématiques différentes, à mon avis, d'un point de vue de douleur chronique. Alors, pour les besoins peut-être de simplicité, je ne représente pas l'entièreté de la capsule articulaire.
On va simplement garder les structures osseuses et ce sont maintenant tout d'abord les branches du nerf fémoral et en particulier les branches issues du nerf du quadriceps que je vais représenter. Première branche, la branche qui innerve le muscle vaste intermédiaire et qui habituellement va se diviser en un rameau latéral et un rameau médial. Deuxième branche, à côté de cette branche du vaste intermédiaire, nous allons trouver la branche qui, elle, a donné des rameaux au vaste médial. Voici donc cette branche du vaste médial qui, habituellement, là aussi, se divise et va plutôt innerver la partie supéromédiale de la capsule articulaire. À côté du vaste intermédiaire, du vaste médial, voici maintenant le nerf du vaste latéral. Le nerf du vaste latéral qui, comme vous l'imaginez très bien, va lui innerver la partie supéro-latérale de la capsule articulaire du genou. Venant de l'arrière, on va les représenter, les fameux nerfs géniculés. Alors, la littérature est riche, la terminologie discordante. La dernière terminologie internationale anatomique est en date de 98. Vous imaginez, ça commence à remonter un tout petit peu. Et puis depuis, on a décrit de nouvelles structures, enfin de nouvelles. C'est Rüdinger, en 1857, qui avait d'abord initié les travaux d'innervation articulaire. Vous voyez qu'on n'a pas attendu les travaux les plus récents. Ces nerfs géniculés viennent de l'arrière et ont la particularité de cheminer avec des artères, que sont les artères géniculées. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de nerfs géniculés. Et parmi ces nerfs géniculés, le premier, c'est le géniculé supéro-latéral, qui est habituellement issu soit directement du nerf ischiatique, soit déjà du nerf fibulaire commun. Ce nerf fibulaire commun va par ailleurs donner un autre élément, un premier petit rameau là aussi qui vient de l'extérieur, c'est le nerf géniculé inférolatéral qui est parfois accompagné ici d'un nerf fibulaire récurrent, d'un rameau géniculé, récurrent, fibulaire, c'est le terme consacré. À côté de ces nerfs géniculés supérolatéral, inférolatéral, récurrent fibulaire, on va trouver d'autres éléments nerveux, en particulier le nerf géniculé supéromédial, cette fois-ci, qui va là aussi présenter quelques branches pour la partie supéromédiale de la capsule articulaire du genou et qui peut venir soit du nerf tibial, soit de la branche postérieure du nerf obturateur. Enfin, il existe un petit nerf, là aussi, géniculé inféromédial, qui habituellement est issu du nerf tibial. Enfin, un élément important, c'est le nerf saphène. Le nerf saphène qui a abandonné une branche, c'est la branche infrapatellaire du nerf saphène. Cette branche infrapatellaire du nerf saphène, elle est relativement volumineuse, c'est essentiellement une branche cutanée, mais si je la mentionne, c'est parce que pour certains auteurs, elle contribue à l'innervation de la capsule articulaire du genou. En arrière, c'est maintenant le volumineux nerf ischiatique qu'il nous faut représenter. Souvenez-vous, environ 2 à 3 travers de doigts au-dessus du bord supérieur de la patella en arrière, dans le losange poplité à sa partie supérieure, il va rapidement se diviser. Il se divise en un rameau tibial, le sciatique poplité interne, et puis un volumineux rameau latéral qui viendra ici cravater le col de la fibula, là où il peut être lésé. Vous l'avez compris, c'est le nerf fibulaire commun. Nous l'avions dit, ces deux nerfs vont fournir les nerfs géniculés. Nerf géniculé supéromédial, nerf géniculé inféromédial. Là encore, ces nerfs cheminent avec les branches artérielles géniculées correspondantes. On trouve ici, et je le fais naître du fibulaire commun, le supérolatéral, mais il peut également naître de ce petit rameau obturateur que je représente simplement de cette façon-là. Et puis, nous l'avons dit tout à l'heure, on peut avoir un nerf géniculé inférolatéral et un nerf récurrent, là aussi, qui vient du fibulaire commun. Alors, il existe aussi une innervation, pas seulement de la partie antérieure de la capsule articulaire, mais de la partie postérieure. Et alors là, ce sont les descriptions de Gardner qui a travaillé
en 1947, si ma mémoire est bonne, sur ces thématiques. Et dès 1947, il avait mentionné un élément fondamental si on veut comprendre les douleurs, qu'elles soient périopératoires ou chroniques du genou, ce sont les douleurs qui sont variables d'un patient à l'autre, et ceci s'explique par l'anatomie. Et dans cette région postérieure, Gardner a été le premier à décrire ce qu'il a appelé le plexus, non pas subsartorial mais poplité, plexus poplité qui est la cible de l'IPAC, plexus poplité qui correspond à un enchevêtrement de fibres nerveuses issues du nerf tibial, issues du nerf fibulaire commun, issues du nerf obturateur, et c'est ce que je représente ici. Et c'est à partir de ces rameaux que va se faire l'innervation de la capsule du genou. Vous voyez donc que cette innervation capsulaire est extrêmement riche. C'est une articulation particulièrement riche en fibres nerveuses, ce qui explique aussi pourquoi elle est si souvent sujette à des douleurs post-opératoires ou périopératoires et chroniques. Mais on a souvent tendance à se focaliser sur ces rameaux géniculés, sur l'innervation capsulaire, comme si elle était l'unique cause des problèmes. Et à juste titre. Les premières descriptions de ces nerfs géniculés n'avaient que pour but de venir cibler ces nerfs dans le traitement de la gonarthrose. Mais en post-opératoire du genou, il n'y a pas que la capsule qui a été traversée. Il y a la peau, il y a les muscles, il y a la capsule, voire même l'os. Et avant de terminer, de conclure sur la démonstration échographique, je vous présente maintenant quelques branches cutanées qui me semblent absolument essentielles. Nous avions parlé un tout petit peu tout à l'heure du nerf cutané latéral de la cuisse. Eh bien, regardez ici, il peut donner une innervation au niveau de la partie supérieure et latérale du genou. Les branches du nerf fémoral sont aussi extrêmement importantes, avec certaines qui ne vont s'arrêter qu'au niveau de la cuisse, d'autres qui, au contraire, en particulier chez certains patients, peuvent descendre extrêmement bas et être responsables de l'innervation de cette partie haute de la cicatrice. Enfin, il faut mentionner ici des branches du nerf obturateur. Pour certains, ces branches n'existeraient pas. Il s'agit alors des branches fémorales. Et puis, un nerf qui, moi, me passionne tout particulièrement, c'est le nerf saphène, et plus particulièrement sa branche infrapatellaire. Cette branche infrapatellaire du nerf saphène, on va essayer de vous la montrer tout à l'heure, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle émerge de façon extrêmement variable, avec à la fois un territoire qui est variable, mais aussi des rapports anatomiques extrêmement variables. Cette branche infrapatellaire, elle peut passer en avant, elle peut passer au travers, elle peut passer en arrière du muscle sartorius. Ceci complexifie étonnamment le fait de la retrouver en échographie. Ça n'est guère évident. On lui décrit habituellement 2, voire 3 branches, et comme vous le constatez, parce qu'elle traverse la ligne médiane, elle sera systématiquement lésée par nos collègues chirurgiens. Il s'agit là d'une sorte de rencontre malencontreuse. Rappelons aussi la présence ici du nerf saphène qui peut également donner ici quelques branches. La branche infrapatellaire du nerf saphène vient habituellement du nerf saphène, comme son nom l'indique, mais elle peut aussi venir de branches cutanées issues du nerf fémoral. En arrière, il me faut mentionner le nerf cutané postérieur de la cuisse. Ce nerf cutané postérieur de la cuisse, il peut descendre extrêmement bas. On a souvent tendance à l'oublier. On rappelle ici le rameau cutané latéral de la cuisse, certaines branches de l'obturateur ou du fémoral, et puis évidemment les branches issues du nerf sural, du nerf saphène. Voilà, je vais maintenant laisser la parole au docteur Cyril Kemener, qui a bien l'habitude de ces douleurs chroniques post-opératoires et qui va donc regarder en échographie et essayer de vous montrer ces différentes branches. Merci Mathias. Alors moi j'ai la lourde mission, là, le dernier quart d'heure de bien vous achever avant l'apéro. D'abord je vais juste revenir sur un petit truc parce que moi mes chirurgiens et pourtant Dieu sait que je les adore et qu'ils sont bons, mais parfois ils oublient d'infiltrer en fin d'intervention. Et donc l'IPAC
Par rapport, certes, dans les études, ça ne ressort pas parce que dans le contexte d'une étude, on fait tout bien, il y a une attachée de recherche clinique qui est au bloc opératoire, qui passe le produit. Déjà demander, en général, l'infiltration, c'est déjà pas facile. Et comme je suis feignant, par contre, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini mon canal des adducteurs, je vais, avec la même sonde, la linéaire, me mettre en virtual convexe. Vous l'avez sur tous les échographes avec J, mais pour celui-là, mais vous l'avez sur pratiquement tous les échographes, c'est un nom différent. Et là, je vois bien mon artère poplitée, mon sciatique au-dessus, ma capsule postérieure et ma diaphyse, la face postérieure de ma diaphyse, que vous voyez. Et puis, comme je suis aussi feignant, je sais qu'il a été décrit de médial à latéral. Ça, c'est clair. C'est pour des raisons de sécurité. Mais quand vous pouvez repérer tous vos contingents là-haut, votre sciatique poplitée externe, votre sciatique, etc., si vous venez directement avec une profondeur ici, par exemple, de 4 cm ou de entre 3 et 4 cm, vous n'avez aucune chance, en suivant votre aiguille, d'embrocher votre nerf. Donc c'est une façon de faire pour les gens un peu plus feignants, sans bouger le patient et sans prendre de risques pour le nerf. Il y a un tendon. Hein? On tape dans un tendon parfois, c'est un peu désagréable. Alors franchement, pour le coup, le ressenti des patients, tu passes juste en dessous. Il faut juste éviter le tendon. Ouais, tu passes juste en dessous. Ça passe, ouais. Il y a quand même le nerf sciatique qui est pas loin, il faut être sûr de soi, quoi. Alors le sciatique, il est très superficiel là. Oui, je sais, mais regarde, il y a beaucoup de gens qui piquent dans le plan, collés à la sonde. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Voilà. Si vous piquez dans le plan près de la sonde, on prend le nerf sciatique à chaque fois. Si vous piquez à 300, 400, enfin, vous regardez la profondeur de votre capsule postérieure. Bloc de sauvetage, si le chirurgien infiltre pas, mais 1000 fois d'accord avec toi. Top alors. Non, mais s'il Deuxième, n'infiltre pas. s'il n'infiltre pas, non mais complètement, sinon on est entièrement d'accord. Sinon, Deuxième chose, et j'enlève le virtual convexe, Mathias parlait tout à l'heure pour un bloc analgésique. Et là on parle bien d'analgésie cutanée, on peut l'utiliser en douleur aussi, mais c'est très compliqué. Au-dessus du sartorius, quand on descend le long, hop. Donc quand vous faites votre canal des adducteurs ou votre triangle fémoral en fonction de l'étage où vous le faites, hop, il y a peut-être un peu trop de gain, je ne sais pas comment. Ouais, là, c'est mieux, c'est mieux. Vous voyez plein de petites fibres nerveuses qui sont des branches du fémoro-cutané antérieur au-dessus. Donc rien n'empêche, quand vous le latéral est à droite de votre écran, je vais vous retourner. Voilà, latéral est à gauche de votre écran et la médiale à droite. Et donc au-dessus du sartorius, vous avez plein de petites fibres nerveuses qui passent. Ce sont les branches du fémoro-cutané antérieur. Il y a un superbe article de Saskia Bjorn qui a décrit toute l'innervation cutanée du fémoro-cutané antérieur et de son anatomie. Et en fait, dans la cicatrice de prothèse de genou, vous savez, ça innerve en fait la partie cutanée de toutes les cicatrices pratiquement d'une prothèse de genou, donc ça peut avoir un effet analgésique. Pour ça, maintenant, on va passer au bloc de douleur chronique, comme vous disait Mathias. Alors j'espère que... C'est des branches du nerf fémoral. Hein. Des branches du nerf fémoral. Donc si on fait un fémoral, ça sert à rien. Ah, si on fait un fémoral, ça sert à rien. Je parle de si vous faites, je vous disais, si vous faites le triangle fémoral ou le canal des adducteurs. Si vous pouvez le prendre en plus. Passons au bloc des nerfs géniculés. Alors, Mathias le disait, on parle de bloc des nerfs géniculés. En fait, il y a beaucoup plus de nerfs que ça. Et donc, là, je vais mettre donc, la sonde. La gauche de votre écran est la partie crâniale et la droite de votre écran est la partie caudale. On repart de l'interligne articulaire du genou, l'interligne méniscale, et on va monter en proximal. Et vous allez avoir à la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse cette partie ascendante, d'accord, avec le muscle du vaste médial qui est posé. Et vous allez avoir sur cette partie ascendante, en effet, des structures vasculaires qui vont battre, qu'on appelle les artères géniculées, et anciennement était décrit le fait que le nerf géniculé supéromédial passait à ce niveau-là. On sait très probablement maintenant que à ce niveau-là, on ne prend pas le nerf géniculé supéromédial, mais probablement la branche du nerf du vaste médial et la branche médiale du nerf du vaste intermédiaire. Et comment on va les prendre? Donc là, vous voyez que je suis en coupe, donc je vous disais crânial à gauche, caudal à droite. Je vais me mettre en coupe transverse. On va garder notre fémur ici, notre diaphyse fémorale, et on va aller pouvoir, alors vous pouvez les infiltrer hors du plan ou dans le plan ici, et infiltrer ici sur, c'est bon pour le son, sur votre diaphyse fémorale à la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse dont on parlait tout à l'heure. Okay. Si vous voulez faire des techniques de dénervation, de radiofréquence, de choses comme ça, pareil, il faudra venir plutôt in plane. Ici, vous venez de latéral à médial, donc vous allez arriver de la gauche de votre écran vers la droite de votre écran. Et si on veut prendre les deux nerfs dont Mathias a parlé juste avant, eh ben vous allez une partie plutôt postérieure et une partie, vous reculez un peu, une partie plutôt antérieure.
Je vous disais, on appelait ça les nerfs géniculés supéromédial. Ce ne le sont probablement pas. Et comment on va trouver le nerf géniculé? Il l'a parfaitement dessiné. On va venir un peu plus postérieur, un peu plus caudal, et on va tomber sur le tubercule des adducteurs qui va faire une petite montagne. Hop, ici vous voyez une petite montagne, un pic. Je suis sur le tubercule des adducteurs. Alors, chez Raphaël, on le sent très bien, donc c'est facile. Parfois, on ne le sent pas forcément, mais vous avez toujours cette image de petite montagne, de petit pic. Et vous allez vous mettre à environ 1,5 à 1 cm du pic. Ici, on va friser l'image, ici. Et vous allez avoir plus antérieur. Et là, vous allez avoir ici le nerf qui passe fréquemment, le nerf géniculé supéromédial en tant que tel. Okay, donc, plus haut, quand on est à la jonction diaphyse-épiphyse qui était décrit auparavant, sont plutôt probablement, principalement, la branche médiale du vaste intermédiaire et un peu de branche du vaste médial. Ici, on serait vraiment sur le nerf géniculé supéromédial. Ça, donc, rien qu'ici, vous pouvez avoir au moins 2 cibles à viser pour une dénervation de la capsule antérieure du genou. Toujours notre sonde crâniale à gauche et caudale à droite. On repart de l'intérieur ligne articulaire et cette fois-ci on descend et on va aller chercher la partie inféromédiale. Dans cette partie inféromédiale, le long de votre diaphyse tibiale, de la même façon, vous allez avoir à la jonction entre la diaphyse et l'épiphyse une artère. Alors, tout à l'heure, j'ai fait exprès de ne pas essayer de la chercher précisément. Je vous rappelle que les premières techniques décrites, c'est de la scopie, où ils prenaient vraiment que les repères osseux. Donc parfois, quand on ne trouve pas l'artère, eh ben, on prend les repères osseux. Chez Raphaël, on les voit presque à chaque fois. Je crois qu'on ne les voit pas sur le supérolatéral, mais peu importe, on les voit presque à chaque fois. Et là, de la même façon, pour avoir une lésion qui est la plus efficace possible, il va falloir qu'on prenne ce nerf en transversal. Vous pouvez même repérer encore de nouveau l'artère ici dans cette coupe-là. Et ici, vous allez pouvoir aller faire votre lésion de dénervation en venant, encore une fois, de latéral à médial, de antérieur à postérieur, pour aller vous mettre sur cette partie qui est le nerf géniculé inféromédial. On verra la branche infrapatellaire du nerf saphène juste après, si on arrive à la voir. Donc déjà là, vous avez 2 cibles sur la partie supéromédiale, une cible sur la partie inféromédiale. De l'autre côté, c'est pratiquement exactement la même chose. Pour le guidage, on va repartir. Pratiquement exactement. Hop. On peut repartir donc de votre interligne. Je vais mettre de la même façon. Gauche ce sera le haut et droite, le caudal. Donc de la même façon, vous pouvez repartir de votre interligne articulaire que vous voyez ici et remonter pour retrouver votre diaphyse fémorale. Vous allez avoir la même image de pente ascendante. Et ici, alors souvent qui est un petit peu plus haute, un peu plus crâniale, vous allez pouvoir trouver l'artère géniculée. Là, alors le Doppler souvent, même en changeant les gammes de vitesse. Tac, tac, tac. On va trop s'exposer. Souvent, en Doppler, elles sont quand même très difficiles à trouver. Mais en tout cas, vous voyez le mouvement d'artère, si vous ne mettez pas trop de pression sur votre sonde, vous voyez le mouvement de l'artère et vous pouvez les localiser. Et encore une fois, ça sera toujours à ce niveau-là. Ça sera très souvent à ce niveau-là. Il y a beaucoup de variations anatomiques et parfois on n'arrive pas à les voir. Et encore de nouveau, je vous rappelle, en scopie, on ne se posait pas de questions, on prenait les deux. Ça peut valoir le coup de coupler, pour ceux qui commencent ces techniques au niveau du genou, les deux techniques. Pour l'analgésie, il faut rappeler que cette partie-là, dans les blocs qu'on fait actuellement, surtout si vous faites un triangle fémoral, il n'y en a pas que la partie latérale du genou, c'est la grande oubliée. Et donc, il y a des articles qui sont sortis en rajoutant des blocs géniculés supérolatérales à l'analgésie standard. De la même façon, on va tourner notre sonde. Et de la même façon, à gauche de l'écran, c'est antérieur, à droite, postérieur. On peut venir in plane, se poser contre notre diaphyse fémorale et aller faire de la dénervation de ces nerfs. Et encore une fois, comme de l'autre côté, probablement que ici, ce n'est pas le nerf géniculé supérolatéral, mais que c'est la branche
latéral du vaste intermédiaire et des branches du vaste latéral articulaire. Là, je ne sais pas si c'est assez, vous voyez, mais là, on la voit légèrement battre l'artère le long de la diaphyse. De la même façon, si on veut vraiment le géniculer, on va aller postérieur, ça a été décrit, postérieur et plus caudal. Et là, vous allez avoir, de la même façon, en fait, on va arriver sur le condyle latéral. Et de la même façon, ce qui est décrit, c'est que le nerf géniculé, en tant que tel, passe ici à 0,5 cm ou 1 cm du condyle latéral. Et donc, c'est là où on pourrait faire un vrai bloc du nerf géniculé supéro-latéral. Dans tous les articles, on a tendance, et pour le coup de façon complètement justifiée, à éviter complètement le cadran inférolatéral, puisqu'on a des risques de léser le sciatique poplité externe à cet endroit. Des techniques sont parues récemment sur le fait que, finalement, Mathias vous en a parlé tout à l'heure, il y a la branche récurrente du fibulaire qui passe, et donc ici vous avez à gauche de votre écran le tibia, à droite de votre écran la fibula, et quand on va monter sur les muscles de la loge antérieure de jambe, le long du tibia, ici vous allez pouvoir localiser l'artère circonflexe fibulaire dont on parlait tout à l'heure, qui va monter, et en fait le long de la diaphyse tibiale est très haute, hop, ici, qui va cheminer avec cette artère, pardon, vous allez avoir la branche récurrente du nerf fibulaire. Il y a pas mal de papiers qui sont en train de sortir. La question, c'est est-ce qu'avant, on faisait 3 cibles, qu'on pensait les 3 nerfs géniculés, et c'était tout. Et on avait des résultats cliniques dans la gonarthrose, notamment, et dans les douleurs post-opératoires. Alors, plus dans la gonarthrose que dans les douleurs post-opératoires. La question, est-ce que ça a un intérêt de ne plus aller à 3 cibles, mais faire 7 cibles? Je vous disais, 2, 1, 2 et une autre, par rapport à en faire 3. Pour l'instant, il y a quelques papiers qui ont tendance à dire que plus on en fait, plus il y a une efficacité, mais ça reste complètement à prouver à l'heure actuelle. Tu fais quoi? Je fais quoi? T'en fais combien, toi? Je m'adapte au patient et je m'adapte à la douleur du patient. Si mon patient a une douleur complètement centrée médiale, je ne vais même pas aller... Il faut savoir que là, sur les gros genoux avec des épanchements, par exemple, quand je vous parlais du supérolatéral, il y a la capsule qu'on risque de prendre et on risque de passer à travers la capsule. Donc je trouve que c'est un bloc qui est risqué, notamment s'il y a des prothèses. Alors il y a des coupes obliques, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, peu importe, pour essayer de l'éviter. Mais je ne vais pas prendre de risque si mon patient a une douleur centrée sur le compartiment médial. En revanche, s'il a une douleur inférolatérale et que je vais essayer de trouver les cibles habituelles et tout, je suis un peu embêté parce que ça n'a pas de rationnel clinico-anatomique. Donc je m'adapte. Non, mais je te pousse, tu m'as poussé. Alors. Ouais, c'est vrai, tu as le droit. On va faire 3 minutes. 3 minutes? Ouais, 3 minutes sur la branche infrapate du saphène. Allez, on reprend le même axe que tout à l'heure. Cranial à gauche, caudal à droite. On longe la diaphyse tibiale et là, je peux vous raconter pratiquement n'importe quoi parce qu'en fait, elle est souvent très dure à localiser dans le fascia au-dessus. Donc vous avez le ligament collatéral médial, la pes anserinus, etc. Et au-dessus, ici, dans ce fascia, vous pouvez trouver des petites branches qui peuvent être les branches infrapatellaires du nerf saphène. C'est une façon de les voir comme ça. Le plus simple, et on en parlait avec Mathias tout à l'heure, c'est d'essayer de ressortir à partir de votre canal des adducteurs en tant que tel. Hop. Mais encore une fois, alors pour le coup, donc là, on parlait tout à l'heure, donc triangle fémoral, canal des adducteurs, l'artère plonge, et là, vous allez voir des petites branches nerveuses sortir. On les suit. Il y en a une qui passe assez postérieure, alors on disait tout dépend à chaque fois, assez postérieure et qui va passer le long de l'interligne articulaire. Hop. Alors, comme on disait avec Mathias, alors là, c'est tout l'intérêt en douleur chronique, notamment de la neuromode, le retour de la neuromode, vos aiguilles, franchement, remettez des neurostimes derrière, parce que, comme on disait tout à l'heure, parfois on le confond avec le nerf saphène en tant que tel. Et donc là, vous pouvez le trouver comme ça, en allant encore plus bas, hop, et en passant. Mais encore une fois, je peux, là, comme ça, en 3 minutes, c'est assez chaud, ça nous prend parfois beaucoup de temps. Je vous dis, le plus simple, c'est comme ça, avec souvent les petites branches qui passent dans ce fascia ici.
Je vais pas vous le... Mais intérêt de la neurostime Voilà, plus, pour que vous puissiez être sûr. Et donc pareil, le territoire d'innervation cutanée du nerf, magnifiquement décrit. Le plus simple, c'est sous-rotulien. Quand vous demandez par exemple à vos arthroscopies de genoux, les patients qui ont été opérés d'une ligamentoplastie, s'ils sentent sous la rotule, souvent ils ont une zone d'anesthésie. Et puis parfois, ça se transforme en douleur neuropathique. Et donc, ils ont des décharges électriques, des brûlures dans cette zone-là. Et ça, c'est clairement la branche infrapatellaire du nerf saphène qui a été pris dans le point d'entrée de l'arthroscope. Et donc, c'est facilement traitable. Et en plus, la chance, c'est que quand il est abîmé, pas comme chez Raphaël, souvent, il est œdémacié, il est grossier. Et donc, on a plus de chances de le repérer. Quelques mots de conclusion peut-être. La première, pour les douleurs périopératoires. Si vous avez choisi des techniques distales et que votre patient a mal en post-opératoire immédiat, la solution, c'est d'aller proximal. Quand vous allez proximalement, en fait, vous bloquez l'ensemble des territoires. Ça vous évite d'avoir des patients qui sont fort douloureux. En douleur chronique, la problématique n'est pas la même. 2 catégories de patients, et c'est important de le préciser. Les premiers, ce sont des patients avec une gonarthrose isolée qui n'ont pas encore été opérés. Et dans ce cas-là, ce que vous voulez traiter, ce sont des douleurs mécaniques, essentiellement. Et la solution passe sans doute, par les nerfs géniculés et autres. On a vu que la terminologie était parfois un peu difficile et surtout variable. Un patient qui a des douleurs chroniques, qui a déjà été opéré, qui a déjà une prothèse totale de genou, 2 catégories. La première, c'est une expression cutanée. C'est typiquement un patient avec un DN4 positif. N'oubliez pas, le DN4 est un bon questionnaire, mais avec une sensibilité qui est seulement à 83%. En d'autres termes, si vous posez ce questionnaire à quelqu'un, vous avez une chance sur 5 de rater le diagnostic de douleur neuropathique. Un patient qui arrive dans mon cabinet de consultation de douleurs chroniques avec des douleurs à type de décharge électrique, de picotement, de fourmillement, je me pose la question de savoir si je ne dois pas bloquer une branche cutanée. N'oubliez pas non plus que cette branche infrapatellaire, elle a un territoire variable. On entend souvent dire que si la douleur est latérale, ça n'est probablement pas une branche infrapatellaire du nerf saphène qui est responsable. C'est faux. Il y a une grande variabilité et le territoire est parfois beaucoup plus étendu que ce que je vous ai représenté ici. Pensez aussi à bloquer ces branches cutanées antérieures fémorales si c'est le cas. Et après, si jamais vous avez un DN4 négatif, une composante mécanique, là vous pouvez vous poser la question de savoir s'il ne faut pas bloquer ces nerfs qui vont vers la capsule articulaire, dont Cyril a très bien décrit leur innervation. L'anatomie permet systématiquement à l'anesthésiste, au médecin de la douleur, de gérer les douleurs de ses patients correctement. Encore faut-il savoir rester humble, et j'aime beaucoup cette citation de Niels Bohr, qui dit que finalement, un expert dans un domaine, c'est quelqu'un qui a commis toutes les erreurs dans un champ très étroit. Je vous remercie de votre attention, je remercie le docteur Olivier Choquet, le docteur Cyril Kemener. Bravo Mathias.